La veille du mariage de mon fils, sa fiancée m'a murmuré à l'oreille. « À partir de demain, vous ne ferez plus partie de cette famille. Vous ne serez plus la bienvenue. » Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai décidé de rester chez moi, dévasté. Ce que j'ignorais, c'est que quelques heures plus tard, leur mariage s'effondrerait complètement pour une raison que personne n'attendait. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. À partir de demain, vous n'êtes que de l'histoire ancienne pour cette famille. C'est exactement ce que la fiancée de mon fils m'a chuchoté la veille de leur mariage, tandis que les autres invités discutaient joyeusement en arrière-plan. Son sourire n'a pas vacillé une seule seconde, mais ses yeux étaient froids comme la glace. Je suis resté paralysé. Le cadeau que j'avais apporté, un album de souvenirs que j'avais passé des mois à préparer, pendait de mes mains tremblantes comme un poids mort. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Après 2 décennies à élever seul mon fils Gabriel, à faire toutes sortes de sacrifices imaginables, cette femme me disait avec le plus grand calme du monde que je n'avais plus de place dans sa vie. Je m'appelle Hélène, et pendant 25 ans j'ai été mère et père pour Gabriel. Quand mon mari nous a quittés, Gabriel avait à peine 5 ans, serrant encore contre lui ce doudou dinosaure qu'il ne lâchait même pas pour dormir. Je me souviens de la première nuit seule, quand il m'a demandé avec ses grands yeux « Maman, quand est-ce que papa revient ?» Et moi, ravalant mes larmes, je me suis contenté de sourire et de dire que parfois, les gens ont besoin de suivre des chemins différents. Depuis lors, ce furent des années à me lever à 5 heures du matin pour le préparer pour l'école avant de courir à mon premier travail au cabinet médical où j'étais réceptionniste. Puis j'allais à mon 2e emploi dans un grand magasin jusqu'au soir. Souvent, je rentrais à la maison si épuisé que je pouvais à peine enlever mes chaussures avant de m'endormir. Mais je gardais toujours de l'énergie pour écouter comment s'était passée sa journée, pour l'aider avec ses devoirs, pour être sa supportrice numéro 1 lors des matchs de football de l'école. J'ai économisé chaque centime possible. J'ai renoncé à de nouveaux vêtements. Je me suis coupé les cheveux moi-même. J'ai vendu la voiture pour payer les frais de scolarité de son université à Lyon lorsque les bourses n'ont pas suffi. Quand Gabriel a obtenu son diplôme de la faculté de droit, j'ai senti que j'avais tenu la promesse silencieuse que j'avais faite à ce petit garçon effrayé. Il aurait toutes les opportunités possibles, peu importe ce que je devais sacrifier. Alors, quand il m'a présenté Chloé il y a 3 ans, j'ai vraiment essayé de l'apprécier. Elle était belle, sophistiquée et éloquente. Tout ce que je n'ai jamais été. Elle travaillait dans une agence de publicité renommée à Paris et était toujours impeccablement vêtue. Gabriel semblait sous le charme. Ses yeux brillaient quand elle entrait dans une pièce, et moi, je voulais juste le voir heureux. Mais il y avait quelque chose chez Chloé qui me mettait mal à l'aise depuis le début. La façon dont son sourire disparaissait dès que Gabriel avait le dos tourné. Comment elle me parlait avec ce ton condescendant, comme si elle me faisait une immense faveur, rien qu'en m'adressant la parole. Lors des réunions de famille, elle monopolisait l'attention en parlant de voyages internationaux et de clients célèbres, montrant rarement de l'intérêt pour ma vie ou les histoires d'enfance de Gabriel. « Oh, que c'est mignon !» disait-elle quand je mentionnais quelque chose du passé, comme si elle parlait à un enfant. Pour le 30e anniversaire de Gabriel, j'ai préparé le gâteau au chocolat et aux framboises que je lui faisais toujours depuis ses 12 ans. C'était notre tradition. Quand je suis arrivé avec à la fête, Chloé m'a pris le plat des mains avec un sourire crispé. « Gabriel suit un régime pauvre en glucides maintenant, Hélène. Mais merci pour l'effort. » Le gâteau est resté intact dans la cuisine pendant que Gabriel, sans le savoir, mangeait les petits fours gastronomiques qu'elle avait commandés chez un traiteur. J'ai ravalé ma fierté blessée, comme je le faisais toujours. C'était sa façon d'être, je pensais. Elle vient d'un autre monde, elle ne comprend pas nos traditions simples. Et au fond, j'espérais qu'avec le temps, nous nous rapprocherions, qu'elle me verrait comme faisant partie de la famille. Les fiançailles sont arrivées rapidement, à peine 1 an après le début de leur relation. Gabrielle était radieuse en me racontant qu'il l'avait demandé en mariage lors d'un dîner sophistiqué dans un restaurant sur les quais de Saône. J'ai forcé un sourire et je l'ai serré fort dans mes bras, lui disant combien j'étais heureuse pour lui, tout en luttant contre un sentiment de perte que je ne pouvais expliquer. Les préparatifs du mariage m'ont complètement exclu. On ne m'a pas appelé pour les dégustations de menus, le choix de la pièce montée, les visites chez les fleuristes ou toute autre décision. Quand j'ai subtilement demandé si je pouvais aider, Chloé a répondu « Ne vous inquiétez de rien, Hélène.
Nous avons déjà engagé les meilleurs professionnels. Vous avez juste besoin de vous présenter bien habillé le jour J. Liquid. Flame. Et c'est ainsi que les choses se sont passées jusqu'à la veille du mariage, où j'ai décidé de faire un dernier effort pour construire un pont. J'ai préparé un album rempli de photos et de souvenirs de la vie de Gabriel, de ses premiers pas à sa remise de diplôme de la faculté de droit. Chaque page racontait une histoire d'amour et de dépassement de soi. Chaque photo, soigneusement choisie pour montrer l'homme merveilleux qu'était devenu mon fils. Je suis arrivé au dîner de répétition avec l'album emballé dans du papier cadeau argenté. Chloé m'a intercepté à l'entrée, sa robe blanche de répétition brillant sous les lumières douces. « Hélène, dit-elle avec un sourire superficiel, vous êtes venue ?»« Bien sûr que je suis venu, ai-je répondu en tendant le paquet. J'ai fait ça pour vous deux. J'ai pensé que vous pourriez être le feuilleté ensemble ce soir, avant le grand jour. Half, I free two of you. » C'est alors qu'elle s'est penchée, son parfum coûteux envahissant mon espace, et m'a murmuré ces mots qui me marqueraient à jamais. À partir de demain, vous n'êtes que de l'histoire ancienne pour cette famille. Vous avez fait votre part, vous avez élevé Gabriel. Maintenant c'est mon mari, ma famille. Et vous n'êtes qu'un bagage supplémentaire. Ne nous faites pas honte en vous accrochant à lui. Je suis resté paralysé, incrédule. Avant que je puisse répondre, elle a continué. En fait, il serait être préférable que vous ne veniez même pas demain. Vous nous épargnerez le drame, Hélène. Ce n'est pas comme si quelqu'un s'attendait vraiment à ce que vous soyez là. Je ne me souviens pas comment je suis parti de là. Je ne me souviens pas d'avoir conduit jusqu'à la maison. Seulement d'être assise sur le bord de mon lit, fixant la robe bleu pétrole que j'avais achetée spécialement pour le mariage, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. Cette nuit-là, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais pensé prendre. Pour la première fois dans la vie de Gabriel, je ne serai pas là pour lui. Je ne me présenterai pas au mariage. Et cette décision, qui semblait être ma reddition finale, finirait par être le catalyseur d'une vérité dévastatrice que personne n'était prêt à affronter. Le matin du mariage s'est levé avec un ciel clair et bleu, le genre de journée parfaite dont toute mariée rêve pour son grand moment. Je me suis réveillé avant le réveil, des années de routine matinale gravées dans mon corps comme une horloge interne. Pendant un instant, j'ai agi automatiquement. J'ai préparé le café, sorti la robe du cintre, mis de côté les chaussures que j'avais achetées spécialement pour l'occasion, simples mais élégantes, du genre qu'une mère fière porterait au mariage de son fils. Puis les mots de Chloé sont revenus comme un coup de poing dans l'estomac. Juste un bagage supplémentaire. Je me suis assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes autour de ma tasse de café, tandis que le soleil du matin dessinait des motifs sur le carrelage que j'avais posé moi-même des années auparavant, quand je n'avais pas d'argent pour engager un professionnel. Mon téléphone portable a commencé à vibrer sans cesse. Des messages de la famille et des amis, tous en route pour l'église, tous demandant où j'étais. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Au bout d'une heure, le premier appel de Gabriel est arrivé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, incapable d'entendre sa voix sans m'effondrer. Son message vocal était inquiet, confus. « Maman, où es-tu? Tout le monde t'attend. S'il te plaît, appelle-moi. » C'était la première fois en 25 ans que je le décevais délibérément. La douleur était presque physique, comme si je déchirais quelque chose de vital en moi. Mais les mots de Chloé avaient ouvert une blessure que j'ignorais depuis trop longtemps. Pendant des années, j'ai fait passer les besoins de Gabriel avant les miens. J'ai étouffé mes sentiments, ravalé des insultes voilées et un traitement condescendant, tout cela au nom de l'amour pour mon fils. Mais ce matin-là, quelque chose de différent s'agitait en moi. Une voix qui disait « Toi aussi tu mérites le respect, toi aussi tu mérites la dignité. » Pour la première fois, je me choisissais, moi, au lieu de mon fils. À 10 heures, on a sonné à la porte. C'était ma sœur Louise, encore habillée pour le mariage, son visage un mélange d'inquiétude et d'irritation. « Hélène, qu'est-ce que tu fabriques? Tout le monde te cherche. » La cérémonie commence dans 1 heure. Je lui ai fait signe d'entrer, incapable de parler sans que les larmes ne s'échappent. Nous nous sommes assises dans le salon, la robe bleue pétrole toujours accrochée à la porte de l'armoire comme un fantôme de ce qui aurait dû être. « Je n'y vais pas », ai-je finalement réussi à dire. Louise m'a regardé comme si je venais d'annoncer que je déménageais sur Mars. « Comment ça, tu n'y vas pas? C'est le mariage de ton fils unique. Chloé m'a dit qu'après le mariage, je ne ferai plus partie de leur famille. Elle m'a dit de ne même pas me présenter aujourd'hui. »« Problem !» Ma sœur a pâli, l'indignation remplaçant la confusion sur son visage. « Elle a dit ça? Elle t'a regardé et a dit ça ?» J'ai hoché la tête. «
les larmes gagnant enfin la bataille contre mon contrôle de soi. Elle a dit que je suis un bagage supplémentaire, que j'ai fait ma part et que maintenant je dois quitter la scène. Louise s'est assise lourdement à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. Pendant un long moment, seul le tic-tac de l'horloge murale a rompu le silence. « Oh Hélène !» a-t-elle finalement murmuré, la voix étranglée. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette fille. Elle l'aime à sa manière. » Ai-je essayé de défendre une dernière étincelle d'espoir pour l'avenir de Gabriel? Non, Louise secoua fermement la tête. L'amour ne traite pas les gens comme ça. L'amour n'exclut pas. L'amour n'humilie pas. Pendant que nous parlions, mon téléphone continuait de vibrer avec des messages et des appels. Gabriel, de plus en plus désespéré, des amis confus, la famille de Chloé, curieusement, dans un silence complet. À 11 heures précises, les cloches de la basilique Saint-Martin d'Iney ont commencé à sonner au loin. J'ai imaginé les invités prenant place, Gabriel, nerveux devant l'autel, Chloé, se préparant dans une sacristie, probablement satisfaite de mon absence. Cela devait être le début de la fin de mon histoire en tant que partie centrale de la vie de Gabriel. Un pas vers l'ombre, vers le rôle d'une figure distante qui serait tolérée lors des fêtes et des anniversaires, toujours tenue à l'écart. Mais le destin avait d'autres plans. Peu après midi, alors que les cloches auraient dû annoncer l'union du nouveau couple, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Louise, qui était retournée à l'église à contre-cœur, à ma demande. Sa voix tremblait tellement que je pouvais à peine comprendre ses mots. « Hélène » a-t-elle chuchoté, comme si elle craignait d'être entendue. « Le mariage n'a pas eu lieu. Mon cœur s'est arrêté. »« Comment ça, il n'a pas eu lieu ?» Gabriel a tout découvert. « Mon Dieu, Hélène, c'est si terrible !» Il a tout découvert sur Chloé quelques instants avant la cérémonie. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Il a découvert qu'elle le trompait avec son patron depuis des mois. Et il y a plus, bien plus. Sa famille est en faillite, Hélène. Ils avaient besoin de l'argent de Gabriel pour se sauver. Le contrat de mariage sur lequel elle a tant insisté. C'était un piège pour canaliser ses futurs revenus vers les comptes de sa famille. Le monde a tourné autour de moi, tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. Les commentaires occasionnels sur le futur salaire de Gabriel, l'insistance de Chloé à contrôler tous les aspects financiers de leur relation. La façon dont son père, lors des fiançailles, m'avait dit avec un sourire énigmatique « Votre combat est terminé, Hélène. Maintenant, c'est à notre tour de prendre soin de Gabriel. » Ce n'était pas de l'amour. Ça n'avait jamais été de l'amour. C'était un plan soigneusement orchestré pour utiliser mon fils, pour exploiter tout ce qu'il avait accompli avec tant d'efforts, tout ce que nous avions accompli ensemble. « Comment va Gabriel ?» C'est tout ce que j'ai pu demander, ma voix presque méconnaissable à mes propres oreilles. Il y eut une longue pause, remplie seulement par la respiration irrégulière de Louise. « Dévastée », a-t-elle finalement répondu, mais aussi déterminée. « Tu aurais dû le voir, Hélène. » Quand il a confronté Chloé devant tout le monde, il était différent, comme s'il s'était enfin réveillé d'un long rêve. « The Fist ». Quand j'ai raccroché, je suis restée assise, immobile, pendant plusieurs minutes, essayant de tout assimiler. Le mariage qui n'a pas eu lieu, la trahison, le montage financier. Et au milieu de tout ça, l'absence qui aurait dû me briser, la mienne, a fini par être la seule chose qui m'a sauvé d'assister à l'humiliation publique de mon fils. Peut-être, ai-je pensé avec une ironie amère, devrais-je remercier Chloé de m'avoir éloigné juste ce jour-là. Les heures suivantes passèrent comme dans un brouillard fiévreux. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, chaque nouvelle sonnerie apportant plus de détails sur le désastre qui s'était déchaîné à l'église. Les invités partant en état de choc. La famille de Chloé essayant de limiter les dégâts, inventant des histoires, accusant Gabriel de l'avoir abandonné devant l'autel. Et au centre de la tempête, mon fils, avec qui je n'avais toujours pas réussi à parler directement. Vers 15 heures, un coup violent à la porte m'a fait sursauter. J'ai ouvert pour trouver Gabriel là, portant encore son costume de mariage, la cravate défaite et les yeux rouges. Sans un mot, il est entré et m'a serré dans ses bras avec une telle force qu'il m'a presque coupé le souffle. « Maman », a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Tu savais ?» J'ai senti mon cœur se serrer. « Je savais quoi, mon chéri ?» À propos de Chloé, de qui elle est vraiment. Je me suis doucement écarté, le regardant dans les yeux. Je savais qu'elle ne voulait pas de moi dans les parages. Je savais qu'elle ne me respectait pas. Mais non, Gabriel. Je ne savais rien de la trahison ou des plans financiers de sa famille. Il a hoché la tête lentement, absorbant mes paroles. « Elle t'a dit de ne pas venir au mariage, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu n'étais pas là. » Je ne pouvais pas lui mentir.
Je n'ai jamais pu. La nuit dernière, elle m'a dit qu'après le mariage, je ne ferais plus partie de ta famille. Elle a dit qu'il valait mieux que je ne me présente même pas. Son visage s'est assombri, une nouvelle vague de douleur et de rage traversant ses traits. Et tu l'as cru? Tu as cru que je permettrais ça? Cette question m'a frappé comme un éclair. Moi, après toutes ces années à l'élever, après avoir connu son cœur mieux que quiconque, avais-je vraiment cru qu'il me laisserait être écarté de sa vie? La vérité faisait mal. Oui, je l'avais cru. Non pas parce que je ne faisais pas confiance à Gabriel, mais parce que j'avais vu le pouvoir que Chloé exerçait sur lui, la façon dont il semblait aveugle quand il s'agissait d'elle. Gabriel, elle te transformait en une autre personne quand elle était là, quelqu'un que je reconnaissais à peine parfois. Il s'est effondré sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. « Je sais », a-t-il murmuré entre ses doigts. « Je sais ». Je me suis assise à côté de lui, posant doucement ma main sur son épaule. « Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Je veux l'entendre de ta bouche. » Gabriel prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces. « Laurent, mon témoin, il a reçu des photos de Chloé avec son patron, Charles. Des photos récentes, d'il y a 2 semaines. Ils étaient. Enfin, c'était clair ce qui se passait. » Il déglutit. Laurent me les a montrés quelques minutes avant le début de la cérémonie. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai pensé que c'était un malentendu, ou de vieilles photos d'avant qu'on se connaisse. Mais ce n'était pas le cas, ai-je complété doucement. Non, la date était là, dans le coin des photos, et elle portait le bracelet que je lui avais offert pour notre dernier anniversaire. Sa voix se brisa. Je l'ai confrontée dans la sacristie. D'abord, elle a tout nié. Puis elle a dit que c'était juste une erreur, un moment de faiblesse. Mais ensuite, sa cousine Marianne, qui était ivre de champagne et de nervosité, a laissé échapper quelque chose sur le contrat de mariage, sur la façon dont le père de Chloé avait célébré la veille le fait que leurs problèmes financiers seraient résolus après-demain. Je fermais les yeux, sentant le poids de la trahison que mon fils avait subie. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était un piège élaboré, un réseau de mensonges tissé par des gens qui étaient censés l'aimer. C'est là que j'ai réalisé, continua Gabriel, sa voix gagnant en fermeté, qu'il ne s'était jamais agi de moi. Il s'agissait de ce que je pouvais fournir. Mon futur salaire, ma carrière, mes contacts, tout faisait partie d'un plan. « Et qu'as-tu fait » ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Un triste sourire passa sur ses lèvres. J'ai marché jusqu'à l'hôtel, non pas pour me marier, mais pour annoncer à tous les invités que le mariage était annulé, que Chloé avait trahi ma confiance et que notre relation était terminée. J'ai imaginé la scène. Mon fils, toujours si réservé et discret, debout devant 200 invités, exposant sa douleur et sa déception. Le courage que cela a dû demander m'a laissé sans voix. Sa famille est devenue folle, a-t-il poursuivi. Le père de Chloé m'a menacé là, devant tout le monde. Il a dit que je ne savais pas à qui j'avais affaire. Sa mère a commencé à crier que j'humiliais sa fille, et Chloé. Il s'arrêta, la douleur évidente dans sa voix. Chloé s'est complètement transformée. Tout ce charme, toute cette douceur a disparu. Elle m'a traité de lâche. Elle a dit que j'exagérais, que tout le monde trompe son partenaire, que je gâchais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je pris sa main dans la mienne, la serrant doucement. « Je suis tellement désolé, mon fils. » Il serra ma main en retour, ses yeux rencontrant les miens. « Tu sais ce qui m'a le plus blessé? Ce n'est pas la trahison, ce n'est même pas la découverte du montage financier. C'est de réaliser qu'elle voulait t'éloigner de moi, qu'elle t'a traité comme quelque chose de jetable. » Sa voix se brisa. « Toi, qui as tout donné pour moi, qui ne m'as jamais, pas une seule fois, abandonné. » Les larmes que je retenais depuis son arrivée se sont finalement déversées. Oh, Gabriel! Et aujourd'hui, quand tu n'étais pas là, au début, j'étais furieux. J'ai pensé que tu m'avais abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi. Mais maintenant, je comprends. Elle t'y a forcé. Elle t'a fait croire que c'était ce que je voulais. Je n'aurais jamais dû la croire, ai-je admis, la culpabilité me rongeant. J'aurais dû être là pour toi, peu importe ce qu'elle disait. Gabriel secoua fermement la tête. « Non, maman, c'était peu être mieux comme ça. Tu n'as pas eu à assister à ce cirque. Et d'une manière étrange, ton absence m'a fait voir plus clairement. Quand j'ai réalisé que toi, la personne la plus fiable, la plus constante de ma vie, tu n'étais pas là. C'est comme si quelque chose avait fait clic en moi. J'ai commencé à tout remettre en question. Script. Un long silence s'installa entre nous, rempli seulement par le bruit lointain des oiseaux dans le jardin et la sonnerie occasionnelle de mon téléphone,
que nous ignorions maintenant complètement. Et maintenant, ai-je finalement demandé. Gabriel passa la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il réfléchissait profondément. Je ne suis pas sûr. Je dois m'occuper du côté pratique, annuler le voyage de noces, renvoyer les cadeaux. Et j'imagine que sa famille ne va pas abandonner si facilement. Le père de Chloé a des relations et apparemment, il est désespéré pour de l'argent. Nous y ferons face ensemble, ai-je affirmé, sentant une nouvelle détermination grandir en moi. Quoi qu'il arrive. Gabriel sourit. Le premier sourire sincère que je voyais sur son visage depuis des mois. Ensemble, acquiesça-t-il encerrant ma main. Cette nuit-là, tandis que Gabriel dormait dans la chambre que j'avais gardée intacte pour lui toutes ces années, je me suis assise sur la terrasse arrière, regardant les étoiles. La douleur pour ce que mon fils traversait était réelle et profonde. Mais il y avait aussi, secrètement, un petit sentiment de soulagement, comme si nous avions échappé de justesse à quelque chose de bien pire qu'un mariage annulé. Des années de manipulation, d'isolement, d'abus financiers et émotionnels. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'histoire était loin d'être terminée. En fait, les événements de cette journée ne seraient que le prélude à une bataille encore plus grande. Une bataille qui mettrait à l'épreuve non seulement notre résistance, mais aussi notre dignité, notre vérité. La semaine qui a suivi le non-mariage, comme j'ai commencé à l'appeler dans mon esprit, la tempête que je craignais a finalement éclaté. Elle a commencé par des murmures, de petites ondes de choc qui se sont propagées dans notre communauté relativement petite. Puis, presque du jour au lendemain, elle s'est transformée en tsunami. La version des faits de Chloé a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Une mariée abandonnée, dévastée par un fiancé peu sûr de lui qui s'était laissé manipuler par une mère possessive. Elle a posté une photo d'elle en robe de mariée, le maquillage artistement coulé avec la légende. Certaines personnes ne savent pas quand prendre du recul. Certaines mères ne peuvent pas couper le cordon ombilical. Les commentaires ont inondé sa page, des inconnus offrant leur soutien, des amis exigeant de savoir quel genre d'homme abandonne une femme devant l'autel et quel genre de mère s'ingère dans la relation de son fils adulte. Sa narration était convaincante, émotive et complètement fabriquée. Ignore-la, ai-je conseillé à Gabriel quand il m'a montré les publications, le visage pâle de rage. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Mais nous avons vite découvert que ce n'était pas si simple. Les mensonges ont la vie dure, comme disait ma grand-mère, et ceux de Chloé couraient un marathon. J'ai commencé à remarquer des regards étranges au supermarché, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'approchais à la pharmacie. Une ancienne amie du lycée m'a envoyé un message me demandant si j'avais vraiment ruiné le mariage de Gabriel par jalousie. Même le curé de notre paroisse, qui me connaissait depuis que Gabriel était enfant, m'a appelé pour une conversation privée sur le fait de laisser les enfants suivre leur propre chemin. L'indignation que j'ai ressentie a été rapidement remplacée par quelque chose de plus douloureux, la honte. Non pas parce que je croyais aux mensonges, mais parce qu'après toutes ces années de sacrifices silencieux, de dignité maintenue même dans les circonstances les plus difficiles, j'étais dépeinte comme la méchante de l'histoire de quelqu'un d'autre. Gabriel, pendant ce temps, menait ses propres batailles. Un des associés du cabinet d'avocats où il travaillait, un ami du père de Chloé, a commencé à remettre en question son jugement et sa stabilité émotionnelle. Des clients qu'il avait obtenus avec tant d'efforts étaient soudainement réticents à travailler avec lui. Puis, un jeudi matin nuageux, environ 10 jours après le mariage annulé, la bombe finale est tombée, une lettre officielle remise par un coursier, au visage sérieux, adressée à moi. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes pour trouver une mise en demeure. La famille de Chloé me poursuivait pour diffamation, préjudice moral et, le plus absurde, ingérence dans des relations contractuelles. J'ai immédiatement appelé mon amie Claire, qui travaillait comme assistante juridique dans un grand cabinet d'avocats de la ville. Elle est venue directement chez moi, après son travail, le visage grave, en lisant le document. « C'est de la pure intimidation, Hélène », dit-elle finalement en posant les papiers sur la table de la cuisine. « Ils essaient de vous effrayer. Cette histoire d'ingérence dans les relations contractuelles, c'est juste une façon élégante de dire que vous avez ruiné leur plan financier. » « Plan financier ?» Claire me regarda avec surprise. « Vous ne saviez pas ? La famille Lefebvre est pratiquement en faillite. Son père a perdu des millions dans de mauvais investissements ces dernières années. Il comptait sur le mariage pour stabiliser leurs finances. Cette information est tombée comme une pierre dans mon estomac. Donc, il n'avait jamais été question d'amour, pas même un instant. Il s'agissait d'argent, de contrôle, de sécurité financière.
Et quand j'ai refusé d'assister au mariage, un petit acte d'autopréservation après des années de soumission, j'ai donné à Chloé l'occasion parfaite de changer le récit. Elle ne pouvait pas être vue comme la fiancée infidèle et opportuniste. Alors elle m'a dépeinte comme la mère amère et contrôlante qui ne pouvait pas laisser partir son fils. C'était brillant, d'une manière perverse. Le lendemain, Gabriel a reçu une lettre similaire. Il est rentré à la maison, pâle, jetant les papiers sur la table. Il me menace aussi de me poursuivre. Le père de Chloé a dit que si je ne lave pas publiquement son nom, il te traînera devant les tribunaux. Il a dit qu'il te ruinera financièrement. Mon cœur s'emballa. Gabriel venait de sortir de la faculté de droit. Il remboursait encore des prêts étudiants et sa carrière ne faisait que commencer. Un procès, même frivole, pourrait l'épuiser avant qu'il n'ait la chance de s'établir professionnellement. « Que vas-tu faire » ai-je demandé, craignant la réponse. Gabriel serra les poings, une détermination féroce dans les yeux qui me rappela l'enfant qu'il était, le garçon qui avait affronté des brutes 2 fois plus grandes que lui pour défendre un camarade handicapé. « Je vais me battre, maman. Je vais me battre pour nous deux. » Have decided to seven the Bidias. Cette nuit-là, alors que je ne pouvais pas dormir, je me suis souvenu de quelque chose que Chloé avait dit des mois auparavant lors d'un de ces moments condescendants. Vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne, Hélène. La perception est tout. Les gens croient ce qu'ils voient, pas ce qui est vrai. Elle avait raison sur un point. La perception comptait. Les gens la croyaient parce qu'elle jouait bien le rôle de la victime. Si la perception était son arme, alors nous devions nous battre avec la vérité. Pas en chuchotant, pas poliment en coulisses, mais ouvertement, publiquement. Et j'avais exactement les munitions dont nous avions besoin. Le lendemain, j'ai fouillé mon petit bureau à la maison, trouvant chaque preuve que j'avais gardée presque instinctivement au fil des ans. Des emails que Gabriel m'avait transférés où Chloé parlait de ses attentes financières pour leur avenir. Des captures d'écran de SMS qu'il m'avait montrées où elle se demandait pourquoi il insistait pour envisager du travail pro bono alors qu'il pourrait gagner de l'argent réel. Et surtout, une copie du contrat de mariage que Gabriel m'avait demandé de relire, avec des clauses si clairement prédatrices que n'importe quel juge verrait l'intention derrière. Quand Gabriel est rentré du travail, j'ai tout étalé sur la table du salon. « Regarde » ai-je dit en désignant les papiers. « Nous avons notre propre arme, la vérité. » Il a examiné les documents, hochant lentement la tête. « Oui, nous avons des preuves, mais comment les utiliser contre eux? Si nous nous exprimons publiquement, cela ressemblera juste à des représailles et alimentera leur récit selon lequel nous sommes vengeurs et amers. » J'ai réfléchi à ces paroles. Il avait raison. Nous devions être stratégiques. Tu as raison. On ne peut pas simplement jeter ça sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin d'une aide professionnelle. Lisa, c'est Claire qui nous a donné la réponse lorsque nous l'avons consultée le lendemain. Je connais un journaliste d'investigation, a-t-elle dit. Pierre Martin. Il est spécialisé dans la révélation de fraudes financières et de montage d'entreprises. Si vous avez des preuves concrètes, il peut transformer cela en un reportage légitime, pas en ragot de réseaux sociaux. L'idée était parfaite. Un reportage d'investigation aurait une crédibilité que nos déclarations individuelles n'auraient jamais. Et plus important encore, il déplacerait le récit du drame familial vers la fraude financière, là où il appartenait vraiment. Pierre nous a rencontrés dans un café discret du centre-ville de Lyon. C'était un homme petit, avec une barbe poivre et sel et des yeux perçants qui semblaient examiner chaque mot que nous disions. Il a écouté notre histoire en silence, prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet. « Ce que vous avez est solide », a-t-il finalement dit, surtout le contrat de mariage et les dossiers financiers de la famille Lefebvre. Mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'une confirmation indépendante. Ok. Pete Heyman. Au cours des 2 semaines suivantes, Pierre a travaillé sans relâche, enquêtant sur l'historique financier de la famille de Chloé, interrogeant d'anciens employés de leurs entreprises en faillite, obtenant même une déclaration anonyme d'un des employés de la banque qui s'occupait de leurs comptes problématiques. Pendant ce temps, la campagne de Chloé contre nous s'est intensifiée. Elle a donné une interview larmoyante à un magazine local, détaillant comment j'avais empoisonné Gabriel contre elle pendant des années, comment je ne pouvais pas accepter une autre femme dans sa vie. Sa famille a commencé à passer des appels au contact professionnel de Gabriel, insinuant qu'il était émotionnellement instable et peu fiable pour des affaires juridiques importantes. La pression était presque insupportable. Gabriel rentrait à la maison de plus en plus épuisé, les yeux cernés par les nuits blanches. Moi-même, je pouvais à peine sortir de chez moi sans sentir les regards, les chuchotements
le jugement silencieux des voisins que je connaissais depuis des décennies. Puis, exactement un mois après le mariage annulé, le reportage de Pierre a été publié dans Le Progrès. Derrière le mariage annulé, les montages financiers de la famille Lefebvre. Downcome. Thanks watching. Le reportage occupait 2 pages entières, dans le journal le plus respecté de la région, avec une version en ligne encore plus détaillée. C'était dévastateur dans sa précision clinique. Il détaillait les faillites successives des entreprises de M. Lefebvre, les prêts non remboursés, les accusations antérieures de fraude qui avaient été réglées discrètement à l'amiable. Il incluait une analyse juridique du contrat de mariage par des avocats indépendants, le qualifiant de « prédateur » et « éthiquement discutable ». Et oui, il mentionnait la liaison extra-conjugale qui avait été le déclencheur de l'annulation du mariage, avec des photos floues mais reconnaissables de Chloé avec son patron dans un restaurant chic, clairement dans une situation romantique. La réaction a été immédiate. Les commentaires en ligne ont afflué, non pas contre moi ou Gabriel, mais contre Chloé et sa famille. Alors elle voulait son argent, pas son cœur, cette pauvre mère. Imaginez être traité comme ça, après avoir élevé votre fils seul. Les Lefebvre sont des chasseurs de fortune, purement et simplement. La marée avait tourné, la vérité, exposée au grand jour, faisait ce que nos seules paroles n'auraient jamais pu accomplir. Ce soir-là, Gabriel et moi étions assis sur la terrasse, buvant du thé en silence. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait pas de tension dans l'air, juste une fatigue partagée et être un petit filet d'espoir. « Tu crois que c'est fini ?» ai-je finalement demandé. Gabriel a regardé les étoiles pendant un long moment avant de répondre « Je ne sais pas. Sa famille est acculée maintenant, et les gens désespérés font des choses désespérées. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. « Mais au moins maintenant nous nous battons à armes égales, la vérité contre leurs mensonges. » J'ai hoché la tête, comprenant ce qu'il ne disait pas. La bataille n'était être pas terminée, mais nous avions maintenant une réelle chance de gagner. Et le plus important, nous avions l'un l'autre. Le lien que Chloé avait si ardemment essayé de briser était plus fort que jamais. Ce que je ne savais pas alors que nous étions assis paisiblement sur la terrasse ce soir-là, c'est que les Lefebvre avaient encore un dernier coup en réserve. Un mouvement si audacieux, si imprudent que personne n'aurait pu le prévoir, et qui changerait nos vies pour toujours. Le calme qui a suivi la publication du reportage de Pierre était comme l'œil d'un cyclone. Un bref moment de paix avant la prochaine vague de chaos. Pendant 2 semaines, Gabriel et moi avons respiré un peu plus facilement. Les regards de jugement ont diminué. Les messages de soutien ont commencé à arriver. Même certains clients qui s'étaient éloignés du cabinet de Gabriel sont revenus, admettant avoir été mal informés sur la situation. J'aurais dû me méfier de ce silence venant de la famille Lefebvre. Les gens comme eux ne disparaissent pas tranquillement quand ils sont exposés. Ils ripostent, généralement de manière que vous ne pourriez jamais anticiper. Les représailles sont arrivées un mercredi ordinaire, alors que Gabriel était au tribunal pour défendre une affaire et que je faisais mes courses au supermarché. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Madame Hélène Dubois ?» a demandé une voix masculine et formelle. « Oui, c'est moi. Je suis l'inspecteur Martin de la police nationale. Nous avons besoin que vous vous présentiez au commissariat dès que possible pour une déposition. » Mon cœur s'est glacé. Une déposition à quel sujet, exactement? Il y eut une pause. Le bruit de papier qu'on feuillette. Nous avons une plainte formelle contre vous pour extorsion, chantage et menaces à l'encontre de la famille Lefebvre. Le sac de course m'a glissé des mains, des oranges roulant dans l'allée du supermarché. C'est absurde. Je n'ai jamais. Madame Dubois, l'inspecteur a interrompu, sa voix maintenant plus douce. Je vous conseille vivement de venir accompagné d'un avocat. J'ai laissé les courses sur place et j'ai conduit jusqu'à la maison en état de choc. Mes mains tremblaient tellement que j'ai à peine pu ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, j'ai immédiatement appelé Gabriel, qui a quitté le tribunal en courant dès qu'il a entendu ma voix tremblante. Quand il est arrivé à la maison, j'avais déjà trouvé le document qu'un officier avait laissé à ma porte pendant mon absence. Une convocation officielle détaillant les accusations. Selon la plainte, j'avais menacé la famille Lefebvre d'exposer publiquement de fausses informations, à moins qu'ils ne paient une somme d'argent importante pour acheter mon silence. C'est complètement inventé, a dit Gabriel, le visage rouge de rage en lisant le document. Ils essaient de criminaliser le fait que nous ayons exposé la vérité sur eux. Mais comment peuvent-ils simplement inventer de telles accusations? Ils n'ont pas besoin de preuves.
a dit Gabriel, passant la main dans ses cheveux avec frustration. Pour ouvrir une enquête, pas nécessairement. Et ils ont probablement fabriqué une sorte de preuve, de faux emails, des enregistrements montés, n'importe quoi pour donner une crédibilité initiale à l'accusation. Et maintenant, ma voix semblait petite, même à mes propres oreilles. Maintenant, a dit Gabriel avec détermination, nous nous battons. Et cette fois, pas seulement pour notre réputation, mais pour ta liberté. Le lendemain matin, nous nous sommes présentés au commissariat. Gabriel avait passé toute la nuit à préparer notre défense initiale, tandis que j'étais assise à côté de lui à la table de la cuisine, fournissant chaque détail dont je pouvais me souvenir de mes interactions avec la famille Lefebvre. Le commissariat était un bâtiment ancien et imposant du centre-ville. En montant les marches de l'entrée, j'ai remarqué un petit groupe de journalistes qui se rassemblaient. Quelqu'un avait divulgué l'information sur la plainte à la presse. « Ne dis rien », a murmuré Gabriel, passant un bras protecteur autour de moi alors que nous passions rapidement devant les journalistes. Pas un mot. L'inspecteur Martin était un homme d'âge mûr, aux yeux fatigués et à l'expression indéchiffrable. Il nous a conduits dans une petite salle d'interrogatoire, une expérience surréaliste pour moi, qui n'avait jamais eu affaire à la justice de toute ma vie. « Madame Dubois », a-t-il commencé après avoir allumé un enregistreur, « êtes-vous au courant des accusations portées contre vous ?»« Oui », ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Et elles sont complètement fausses. » Gabriel est intervenu professionnellement. « Inspecteur, je voudrais qu'il soit consigné que ma mère nie avec véhémence toutes les accusations et que nous sommes prêts à coopérer pleinement à l'enquête, confiant que la vérité prévaudra. » Is the say. L'interrogatoire a duré 2 heures angoissantes. J'ai été questionné sur chaque interaction que j'ai eue avec Chloé et sa famille, sur mes motivations pour ne pas assister au mariage, sur ce que je voulais vraiment en contribuant au reportage qui a exposé les Lefebvre. J'ai répondu à chaque question honnêtement, mais au fur et à mesure de l'interrogatoire, j'ai remarqué quelque chose de troublant dans le ton de l'inspecteur. Il semblait avoir déjà une opinion, comme s'il ne faisait que suivre un protocole, sans vraiment enquêter. Quand nous sommes finalement sortis, Gabriel était tendu. « Il n'est pas impartial », a-t-il murmuré alors que nous marchions vers la voiture. Quelqu'un lui a parlé. Mon estomac s'est noué. « Tu penses que la famille de Chloé a des relations dans la police ?»« Peut être pas directement », a répondu Gabriel. « Mais son père a assez d'argent et d'influence pour ouvrir des portes et les gens désespérés ne se soucient pas de l'éthique. » Dans les jours qui ont suivi, la situation a empiré. L'histoire a fuité dans tous les journaux locaux, mais de manière déformée. Mère accusée d'extorquer la famille de l'ex-fiancé de son fils. Mon nom et ma photo étaient partout. Le petit salon de coiffure où je travaillais à temps partiel m'a poliment appelé pour dire qu'il serait être préférable que je prenne un congé jusqu'à ce que tout soit réglé. Des voisins qui avaient recommencé à me saluer après le reportage de Pierre ont de nouveau détourné le regard. Le sentiment d'isolement était écrasant. Un soir, assise à la table de la cuisine à examiner des documents avec Gabriel, je me suis effondré en larmes. Peut-être qu'on devrait abandonner, ai-je chuchoté. Peut-être qu'on devrait juste dire ce qu'ils veulent entendre, nous rétracter publiquement. Gabriel a posé les papiers et a pris mes mains. « Maman, regarde-moi. » Ses yeux étaient fermes, déterminés. C'est exactement ce qu'ils veulent. Nous briser, nous faire douter de la vérité, te faire sentir si acculé que tu accepterais n'importe quel arrangement pour que ça s'arrête. Mais s'ils y arrivent, et si on m'arrête pour quelque chose que je n'ai pas fait? Ça n'arrivera pas, a-t-il affirmé avec une conviction que je voulais désespérément partager. Nous avons la vérité de notre côté. Et maintenant, nous avons quelque chose de plus. Quoi? Un petit sourire apparut sur son visage. De l'aide. Pierre, le journaliste, est furieux de cette tentative de criminaliser la presse. Il enquête sur l'inspecteur Martin, cherchant des liens avec les Lefebvre. Et Claire a réussi à convaincre son patron, l'un des plus grands avocats pénalistes de la ville, Maître Dubois, de prendre notre affaire pro bono. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une lueur d'espoir. Nous n'étions pas seuls dans ce combat. La semaine suivante, l'affaire a pris un tournant inattendu. Pierre a publié un nouveau reportage, cette fois-ci axé sur les méthodes d'enquête douteuses dans l'affaire contre moi. Il avait découvert que l'inspecteur Martin avait un fils qui travaillait pour l'une des rares entreprises survivantes de l'Empire, en faillite de M. Lefebvre. Un conflit d'intérêts manifeste que l'inspecteur avait omis de mentionner. Simultanément, notre nouvel avocat, Maître Dubois, a déposé une requête formelle contestant la validité des preuves présentées contre moi
exigeant qu'elles soient soumises à une analyse scientifique pour vérifier leur authenticité. La pression a commencé à monter, non plus contre nous, mais contre les Lefebvre et le système qu'ils avaient tenté de manipuler. 3 jours après la requête de Maître Dubois, nous avons reçu un appel de sa part. Sa voix normalement calme maintenant chargée d'émotion. « Le parquet envisage de classer l'affaire », a-t-il dit. Il semble que les preuves ne résistent pas à un examen plus approfondi et ils ne veulent pas de l'embarras de poursuivre une accusation si manifestement fabriquée. Gabriel et moi nous sommes serrés dans les bras, pleurant de soulagement. Mais notre célébration a été interrompue par le reste des informations de Maître Dubois. Il y a une condition cependant. Les Lefebvre proposent un accord. Ils retirent les accusations criminelles si vous signez une rétractation publique du reportage de Pierre et acceptez un accord de confidentialité permanent sur toute l'affaire. J'ai regardé Gabriel, sentant la rage monter en moi. Même maintenant, acculés, ils essayaient encore de nous faire taire, de nous forcer à nier la vérité. Non, ai-je dit fermement, me surprenant moi-même par la force de ma conviction. Je ne vais pas mentir pour sauver leur réputation. Je ne vais pas démentir la vérité. Gabriel a hoché la tête, un sourire de fierté illuminant son visage. Maître Dubois, notre réponse est non. Dites-leur que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. C'était un pari risqué. Nous défions essentiellement une famille puissante et désespérée de faire de son pire. Mais quelque chose avait changé en moi. La peur qui m'avait paralysé quelques jours plus tôt avait été remplacée par une détermination de fer. J'avais passé toute ma vie à m'effacer, à m'adapter, à sacrifier ma propre dignité pour le confort des autres. Plus maintenant. Et alors, quand notre défi a été transmis aux Lefebvre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils ont reculé. 2 semaines plus tard, l'affaire a été officiellement classée sans suite pour insuffisance de preuves. L'inspecteur Martin a été dessaisi de l'affaire en raison du conflit d'intérêts. Et plus surprenant encore, Chloé et sa famille ont quitté la ville presque du jour au lendemain, déménageant dans un endroit lointain où leur nom et leur réputation n'étaient pas entachés par la vérité exposée. La tempête était enfin passée. Mais comme nous l'avons découvert dans les mois qui ont suivi, elle avait laissé autant de destruction que de croissance dans son sillage. C'est étrange comme la vie nous marque, comme certaines expériences s'impriment en nous, changeant non seulement qui nous sommes, mais aussi comment nous voyons le monde qui nous entoure. Dans les mois qui ont suivi le classement de l'affaire, j'ai découvert cette vérité de première main. Le soulagement immédiat a cédé la place à quelque chose de plus complexe, un processus de guérison qui était à la fois libérateur et douloureux. Le plus difficile à peu être été d'accepter que même avec notre réhabilitation publique, certaines blessures ne guériraient pas complètement. Certains voisins sont restés distants, certaines amitiés ne se sont jamais totalement remises. Le doute, une fois planté, est une graine tenace. Gabriel a fait face à ses propres défis, bien que sa carrière au cabinet d'avocat progresse enfin sans l'ombre des fausses accusations. Le traumatisme émotionnel de la trahison de Chloé l'a rendu prudent, réservé. Il s'est plongé dans le travail, avec une intensité qui m'inquiétait parfois, comme s'il pouvait effacer les souvenirs par le pur effort. « Tu as besoin de te donner du temps », lui disais-je doucement les soirs où je le trouvais encore penché sur des dossiers juridiques à 2 heures du matin, les yeux rouges de fatigue. « La douleur ne disparaît pas si tu l'ignores. »« Je vais bien, maman », répondait-il toujours avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'ai juste beaucoup de travail. » Mais il y a eu aussi des moments de croissance authentique entre nous. Un soir, environ 6 mois après tout ce tumulte, nous étions assis sur la terrasse, observant un orage d'été approcher. L'air était lourd de la promesse de pluie et des éclairs lointains illuminaient occasionnellement le ciel sombre. « Tu sais ce qui est étrange ?» a dit Gabriel soudainement, rompant notre silence confortable. Maintenant, je regarde en arrière et je vois tous les signes que j'ai ignorés avec Chloé. La façon dont elle parlait d'argent, comment elle essayait de m'éloigner des gens qui tenaient vraiment à moi, comment elle réagissait quand je mentionnais des cas pro bono. Il est toujours plus facile de voir les schémas rétrospectivement, ai-je répondu doucement. Mais ce n'est pas seulement ça. Il s'est tourné vers moi, ses yeux sérieux à la faible lumière de la terrasse. Je me demande pourquoi j'ai ignoré ces signes, pourquoi j'ai tellement voulu croire en elle que j'étais prêt à sacrifier les choses et les personnes qui comptaient vraiment. C'était une question que je m'étais posée d'innombrables fois, mais que je n'avais jamais osé verbaliser. Pourquoi mon fils intelligent et sensible était-il tombé si complètement sous le charme de quelqu'un comme Chloé? Je crois que j'essayais de combler quelque chose, a-t-il poursuivi, les mots sortant lentement,
comme s'il découvrait la vérité en parlant. Après le départ de papa, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de cassé en moi, quelque chose qui me rendait insuffisant. Et Chloé semblait si parfaite, si complète. J'ai pensé qu'être avec elle me compléterait aussi, d'une certaine manière. Mon cœur s'est serré. Toutes ces années, tous ces sacrifices pour le protéger de la douleur de l'abandon. Et pourtant, elle avait trouvé un moyen de s'infiltrer. « Gabriel, tu n'as jamais été insuffisant, jamais. Je le sais maintenant », a-t-il dit, un petit sourire sincère apparaissant sur son visage. Ironiquement, grâce à Chloé, si elle n'était pas entrée et n'avait pas chamboulé nos vies, je n'aurais être jamais affronté cette peur. Je n'aurais jamais réalisé que je suis suffisant, exactement comme je suis. À cet instant, alors que les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber, j'ai senti une sorte de paix s'installer entre nous. Une compréhension que parfois, les tempêtes les plus violentes apportent les changements les plus nécessaires. Pour moi, le changement est venu plus progressivement, mais tout aussi profondément. Après des décennies à définir mon identité presque exclusivement à travers la maternité et le sacrifice, j'ai commencé à redécouvrir des parties de moi-même qui avaient été oubliées depuis longtemps. J'ai recommencé à peindre, une passion que j'avais abandonnée quand Gabriel était bébé par manque de temps et de ressources. J'ai commencé par de petites aquarelles, puis je suis passé à de plus grandes toiles, laissant les couleurs et les formes exprimer ce que les mots ne pouvaient parfois pas dire. La première fois que Gabriel a vu un de mes tableaux terminés, il est resté figé à la porte du petit espace que j'avais transformé en studio improvisé, les yeux écarquillés. « Maman, c'est incroyable. Je ne savais pas que tu savais peindre comme ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, » ai-je répondu avec un sourire espiègle. C'était vrai. Il y avait des parties d'Hélène, la femme, pas seulement d'Hélène, la mère, qui refaisait surface après un long sommeil. Avec les encouragements de Claire, j'ai également commencé à participer à un groupe de soutien pour les femmes qui avaient traversé des traumatismes ou de grandes transitions de vie. Au début, j'y allais juste pour écouter, intimidé à l'idée de partager mon histoire avec des étrangères. Mais avec le temps, j'ai trouvé ma voie et, plus important encore, j'ai trouvé une communauté de femmes qui comprenaient ce que signifiait être testées jusqu'à la limite et rester quand même debout. C'est à travers ce groupe que j'ai rencontré Thérèse, une psychologue spécialisée dans l'aide aux personnes pour reconstruire leur vie après des relations abusives. Après avoir entendu mon histoire, elle m'a fait une proposition surprenante. « Hélène, avez-vous déjà pensé à utiliser votre expérience pour aider d'autres personnes ? Nous avons un programme de mentorat pour les femmes qui traversent des situations similaires, et je pense que vous seriez une mentor extraordinaire. L'idée que ma douleur puisse avoir un but plus grand, qu'elle puisse servir à aider d'autres personnes à naviguer dans leur propre tempête, a allumé quelque chose en moi. J'ai commencé une formation avec Thérèse, apprenant les compétences nécessaires pour soutenir les autres sans me laisser submerger émotionnellement. 6 mois après la fin de l'affaire, j'ai donné ma première conférence formelle à un petit groupe de femmes. Mes mains tremblèrent tellement que j'ai failli faire tomber mes notes, mais quand j'ai commencé à parler, les mots ont coulé naturellement. « Je m'appelle Hélène », ai-je commencé. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru qu'aimer signifiait s'effacer, qu'être forte signifiait tout endurer en silence. Je suis ici pour vous dire que j'avais tort. Les yeux des femmes dans la salle, certaines avec des marques visibles de leur propre souffrance, d'autres avec des blessures plus cachées, étaient fixés sur moi. Une connexion instantanée s'étant formée à travers une compréhension partagée. La vraie force ne réside pas dans la quantité de souffrance que vous pouvez supporter en silence. Elle réside dans le fait de savoir quand élever la voix, quand fixer des limites, quand dire « non, ce n'est pas acceptable ». Et parfois, la vraie force, c'est de demander de l'aide quand on en a le plus besoin. En parlant, j'ai réalisé que je n'aidais pas seulement ces femmes. Je solidifiais des leçons que j'étais encore en train d'apprendre moi-même. Que ma dignité comptait autant que celle de n'importe qui d'autre. Que le véritable amour n'exige jamais que vous vous rapétissiez. Que même après 50 ans, il était encore temps de découvrir de nouvelles facettes de moi-même. Gabriel est venu me chercher après la conférence, attendant à l'extérieur de la salle avec un bouquet de tournesol, mes fleurs préférées. Quand je suis sorti, entouré de femmes qui voulaient discuter davantage, partager leurs propres histoires, j'ai vu la fierté dans ses yeux. Alors, comment ça s'est passé ? A-t-il demandé quand j'ai finalement réussi à prendre congé du groupe. Transformateur, ai-je répondu honnêtement, sentant une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Pour elle et pour moi. Sur le chemin du retour, nous avons parlé de l'avenir. Quelque chose qui,
au plus fort de la crise avec les Lefebvre, semblait un luxe que nous n'aurions être jamais plus. Gabriel envisageait d'ouvrir son propre cabinet d'avocat, axé sur l'aide aux personnes victimes de fraude financière. Je pensais à reprendre mes études, faire une formation en conseil pour compléter mon travail de mentorat. « Tu sais ce qui est le plus incroyable, maman ?» a dit Gabriel alors que nous étions arrêtés à un feu rouge. Il y a 1 an, nous étions tous les deux juste en train de survivre. Maintenant, nous sommes vraiment en train de vivre. Ces mots ont parfaitement capturé la transformation que nous avions vécue. La crise qui était censée nous détruire nous avait, au contraire, forcés à grandir de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ce soir-là, assise seule dans mon petit studio improvisé, j'ai commencé une nouvelle peinture. Pas celle de la tempête que nous avions affrontée, mais celle de l'aube qui a suivi. Des couleurs chaudes d'espoir et de renouveau se répandant sur l'horizon. Alors que le pinceau glissait sur la toile, j'ai réfléchi au voyage qui nous avait amenés jusqu'ici, aux mots cruels murmurés par Chloé la veille du mariage qui n'a jamais eu lieu. À partir de demain, vous n'êtes que de l'histoire ancienne pour cette famille. Elle avait eu raison, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Le lendemain qu'elle avait prédit n'est jamais arrivé. À la place, un avenir différent s'est déroulé. Un avenir qu'elle n'aurait jamais pu anticiper et que j'osais à peine rêver moi-même. Un avenir où je n'étais pas seulement un bagage supplémentaire dans la vie de mon fils, mais une femme redécouvrant sa propre force. Où le lien entre Gabriel et moi, testé jusqu'à la limite, a émergé non seulement intact, mais plus fort et plus sain que jamais. Un avenir où les cicatrices que nous portions n'étaient pas des marques de honte, mais des médailles de survie. Et alors que les couleurs se mélangeaient sur la toile devant moi, j'ai ressenti une profonde gratitude pour cette nouvelle aube, non seulement pour ce qu'elle était, mais pour le prix que nous avions payé pour l'atteindre. Un prix qui, aussi douloureux qu'il ait été, en valait chaque centime. 1 an s'est écoulé depuis que j'ai peint cette première aube. La toile occupe maintenant une place de choix sur le mur de mon salon, un rappel quotidien que l'obscurité cède toujours finalement à la lumière. Le temps, ce maître des transformations subtiles, a fait son travail de guérison, non pas en effaçant les cicatrices, mais en les intégrant dans la tapisserie de nos vies. Gabriel a prospéré de manière qui remplissent mon cœur d'une fierté si profonde que j'ai parfois du mal à l'exprimer. Il a vraiment ouvert son propre cabinet d'avocat, petit mais en croissance rapide, spécialisé dans l'aide aux victimes de fraude financière et de manipulation juridique. Le travail le comble d'une manière que son emploi précédent n'a jamais fait. Le voir utiliser sa propre douleur comme carburant pour aider les autres me rappelle quotidiennement l'homme extraordinaire qu'il est devenu. Chaque cas est différent, m'a-t-il dit récemment lors d'un de nos dîners du dimanche, maintenant une tradition sacrée pour nous. Mais le schéma est toujours le même. Des personnes vulnérables, exploitées par ceux qui devraient les protéger. Je te vois dans chaque client, maman, et je me souviens pourquoi j'ai choisi cette voie. With 20, quant à moi, mon propre voyage a continué à se dérouler dans des directions surprenantes. Le travail de mentorat s'est développé. J'ai commencé à donner des conférences régulières dans des centres communautaires, des foyers pour femmes et même dans certaines universités locales. Mon message a évolué au-delà de ma propre histoire pour aborder des questions plus larges, la dynamique du pouvoir dans les relations, les signes de manipulation émotionnelle, l'importance de préserver son identité même dans les relations les plus proches. Et oui, j'ai terminé ma formation en conseil. À 53 ans, je suis redevenue étudiante, assise au milieu de jeunes d'une vingtaine d'années, absorbant les connaissances avec une soif que seule l'expérience de la vie peut vraiment éveiller. Au début, je me sentais déplacée, presque honteuse de recommencer si tard. Mais j'ai vite découvert que ma perspective unique était appréciée tant par les professeurs que par mes camarades plus jeunes. « Vous avez vécu ce que nous ne faisons qu'étudier », m'a dit une camarade de 22 ans après que j'ai partagé un peu de mon expérience lors d'une discussion en classe. Cela donne une toute autre dimension à l'apprentissage. Motivate. La peinture est également restée dans ma vie, un sanctuaire privé pour les jours où les mots ne suffisent pas. Mon petit studio improvisé s'est agrandi pour occuper la chambre d'amis qui contenait autrefois principalement des souvenirs et des cartons poussiéreux. Les murs sont maintenant un kaléidoscope de couleurs et d'émotions capturées sur toile. Certaines œuvres sombres, explorant les coins les plus obscurs de mon voyage. D'autres, explosant de lumière et de possibilités. Il y a 6 mois, à ma grande surprise, une petite galerie locale m'a proposé d'exposer quelques-unes de mes œuvres dans une exposition collective sur l'art et la guérison. La soirée du vernissage était surréaliste.
voir des inconnus se tenir devant mes peintures, trouvant leur propre signification dans les couleurs et les formes que j'avais déversées de mon âme. Gabriel était à mes côtés tout au long du vernissage, une présence constante et encourageante. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il était resté silencieux pendant plusieurs minutes, observant une peinture spécifique, une que j'avais créée pendant les jours les plus sombres de notre affaire judiciaire. Des tons de bleu profond et de violet, avec juste un minuscule point de lumière dorée à l'horizon lointain. « C'est comme ça que tu te sentais, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé doucement, sans quitter la toile des yeux. Comme si nous nous noyions avec juste un fragment d'espoir auquel s'accrocher. J'ai hoché la tête, surprise par sa perception précise. Oui, c'était exactement ça. Il s'est alors tourné vers moi, ses yeux brillants d'une lueur qui ressemblait beaucoup à de l'admiration. « Tu as toujours été plus forte que je ne l'imaginais, maman. Plus forte que tu ne le savais toi-même. » Ces mots sont restés avec moi, un baume pour les moments où les vieilles insécurités tentent encore de refaire surface. Quant aux Lefebvre et à Chloé, ils ont pratiquement disparu de nos vies. Nous avons finalement appris par des connaissances communes qu'ils avaient déménagé dans une autre région. Occasionnellement, une mention d'eux surgit. Quelqu'un qui les a croisés lors d'un voyage d'affaires, ou un ancien camarade d'université qui est resté en contact avec Chloé. Chaque fois que cela arrive, je ressens un étrange mélange d'émotions. Un écho lointain de la douleur passée, mais aussi une sorte de gratitude réticente. Cela semble contradictoire de ressentir autre chose que de l'amertume pour des personnes qui ont tenté de nous détruire si méthodiquement. Mais la vérité est que sans cette tempête dévastatrice, nous n'aurions peut-être jamais découvert la profondeur de notre propre résilience. Peut-être que je vivrais encore en marge de ma propre vie, définissant ma valeur exclusivement à travers mon rôle de mère. Peut-être que Gabriel poursuivrait encore une version du succès qui ne le comblerait pas vraiment. Non, je ne leur suis pas reconnaissante. Je ne pourrai jamais l'être. Mais je suis reconnaissante pour la femme que je suis devenue en leur survivant. Il y a environ 2 mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Gabriel est arrivé pour notre dîner du dimanche avec une invitée, Camille, une avocate spécialisée en droit de l'environnement qu'il a rencontrée lors d'une affaire collaborative. Au début, j'ai senti cette vieille anxiété familière s'agiter dans ma poitrine. Les fantômes de Chloé planaient dans les ombres de mon esprit, prêts à me rappeler avec quelle facilité j'avais été écarté auparavant. Mais Camille n'était pas Chloé. C'est devenu clair dans les 5 premières minutes de conversation. Là où Chloé parlait d'elle-même sans cesse, Camille posait des questions, véritablement intéressée par les réponses. Là où Chloé me traitait avec condescendance, Camille me traitait avec un respect chaleureux qui ne semblait ni forcé ni calculé. À un moment, alors que je servais le dessert, elle a remarqué une de mes plus petites peintures accrochée dans le couloir. « C'est tout simplement extraordinaire », a-t-elle dit en s'approchant pour mieux l'examiner. « La façon dont vous avez capturé cette lumière spécifique. Avez-vous étudié formellement ?»« Pas vraiment », ai-je répondu, un peu gêné par l'attention. « C'est plutôt un passe-temps que j'ai repris récemment. »« Eh bien, vous avez un don authentique », a-t-elle dit, et quelque chose dans la sincérité sans prétention de son ton m'a profondément touché. « Ma mère est conservatrice dans une galerie à Paris. Elle adorerait voir votre travail. » Insto. Après le départ de Camille, Gabriel et moi avons fait la vaisselle côte à côte, un silence confortable entre nous jusqu'à ce qu'il parle enfin. « Alors, qu'est-ce que tu as pensé d'elle » s'a-t-il demandé, essayant de paraître décontracté, mais sans pouvoir cacher complètement l'importance de ma réponse. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Elle semble réelle, présente. Le genre de personne qui voit vraiment les autres. Gabriel a laissé échapper un soupir que je n'avais pas réalisé qu'il retenait. « Oui, c'est exactement ce que je ressens aussi. »« C'est sérieux entre vous ?» ai-je demandé, essayant de ne pas trop insister. « On y va doucement » a-t-il répondu, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Nous avons tous les deux notre propre historique de relations compliquées. Mais oui, je pense que ça peut être quelque chose de spécial. J'ai senti une boule dans ma gorge, un mélange d'espoir et de cette peur résiduelle qui ne disparaîtra peu, être jamais complètement. Gabriel a dû voir quelque chose sur mon visage, car il a posé le plat qu'il séchait et a pris mes mains mouillées dans les siennes. « Maman, j'ai appris ma leçon de la manière la plus dure possible. J'ai appris à voir les signaux d'alarme, à valoriser la substance plutôt que l'apparence, à ne plus jamais permettre à quelqu'un de me séparer des personnes qui m'aiment vraiment. Ses yeux ont rencontré les miens, fermes et clairs. Et cela t'inclut. Cela t'inclura toujours. » Ce soir-là, après le départ de Gabriel, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de thé, regardant les étoiles.
J'ai pensé à la jeune mère que j'étais autrefois, tenant un petit garçon qui demandait quand papa rentrerait à la maison. J'ai pensé à toutes les nuits que j'ai passées éveillé, m'inquiétant de savoir si j'en faisais assez, si je donnais assez, si j'étais assez. Si je pouvais remonter le temps et parler à cette version plus jeune de moi-même, que lui dirais-je? Peut-être que les sacrifices en vaudraient la peine, mais qu'elle ne devrait pas s'y perdre complètement. Qu'un jour son fils serait un homme extraordinaire, non pas malgré les difficultés qu'ils ont affrontées, mais en partie grâce à elle. Qu'il y aurait de la douleur, oui, tant de douleur, mais aussi des moments de joie si purs qu'ils feraient que tout en vaille la peine. Et peut-être, le plus important, je lui dirais que l'histoire ne se termine pas par « et ils vécurent heureux pour toujours ». Elle se termine par « et ils continuèrent à vivre ». À grandir, à apprendre, parfois à trébucher, mais toujours à avancer, plus forts ensemble qu'ils ne pourraient jamais l'être séparément. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation inattendue. Une organisation à but non lucratif, qui travaille avec des femmes en transition après des relations abusives, m'a demandé d'être l'oratrice principale de leur événement annuel de collecte de fonds. L'ironie ne m'a pas échappé. Moi, qui me sentais autrefois si petite, si facilement jetable, maintenant invitée à partager ma sagesse avec des centaines de personnes. J'ai accepté, bien sûr. Et alors que je travaillais sur mon discours hier soir, je me suis retrouvé à repenser à ces mots murmurés avec tant de cruauté la veille du mariage qui n'a jamais eu lieu. À partir de demain, vous n'êtes que de l'histoire ancienne pour cette famille. Chloé avait tort, mais pas de la manière que j'imaginais initialement. Je ne suis pas de l'histoire ancienne. Je suis une histoire en cours, qui se déroule encore en chapitres que personne, pas même moi, n'aurait pu prévoir. En regardant l'avenir maintenant, à 54 ans, je vois des possibilités là où je ne voyais autrefois que des limitations. Je vois un fils s'épanouir sur le chemin qu'il a choisi, être construisant un nouvel amour basé sur le respect mutuel et l'admiration sincère. Je vois mon propre travail toucher des vies de manière que je n'aurais jamais imaginé être capable. Je vois de nouvelles aubes attendant d'être peintes, des histoires attendant d'être racontées, des blessures attendant d'être transformées en sagesse. Et si quelqu'un me demande comment j'ai survécu à la tempête qui a failli nous détruire, je dirais ceci. Quand des mots cruels tentent de vous définir, quand des mains malveillantes tentent de vous façonner en quelque chose de petit et de jetable, rappelez-vous qui vous êtes vraiment. Pas seulement une mère, ou un fils, ou tout autre rôle singulier auquel le monde tente de vous réduire. Vous êtes un univers de possibilités. Vous êtes une histoire encore à écrire. Vous êtes plus grand que n'importe quelle définition que les autres tentent de vous imposer. Et quand quelqu'un essaie de vous convaincre du contraire, quand on vous murmure qu'à partir de demain, vous ne faites plus partie de la famille, que votre valeur est épuisée, que votre place à la table n'existe plus, rappelez-vous ceci, le véritable sentiment d'appartenance ne dépend jamais de la permission de quelqu'un d'autre. La vraie famille ne se définit pas par des contrats de mariage ou des intérêts financiers. Et votre histoire, eh bien, votre histoire n'appartient qu'à vous. C'est cette vérité qui nous a sauvés, Gabriel et moi, dans notre moment le plus sombre. C'est cette vérité qui nous a permis d'émerger non seulement comme des survivants, mais comme des êtres transformés. Et c'est cette vérité que je porte avec moi maintenant. Un phare pour éclairer non seulement mon propre chemin, mais être aussi le chemin d'autres qui luttent encore pour trouver leur lumière. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus seulement la mère célibataire épuisée qui a tout sacrifié, ni la femme rejetée par des mots cruels murmurés par une nuit d'été. Je vois Hélène, complète, complexe, toujours en évolution. Une femme qui, après avoir passé la majeure partie de sa vie à prendre soin des autres, a finalement appris à prendre soin d'elle-même aussi. Et c'est être là la plus douce des victoires. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur cette prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car elle contient une histoire de trahison et de retournement de situation comme vous n'en avez jamais vu.